Ce que je vais vous raconter est une histoire qui a bouleversé l'industrie minière mondiale il y a seulement 8 mois. Imaginez ceci, le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, un homme que les médias occidentaux considéraient comme un simple dirigeant militaire de transition, est entré dans son bureau un matin et a pris une décision qui allait provoquer une onde de choc dans les salles de conseil d'administration de Paris, Londres et Toronto. En quelques heures, des contrats miniers d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, qui existaient depuis l'époque coloniale, ont été déclarés nuls et non avenus. Les cours des actions se sont effondrés. Des réunions diplomatiques d'urgence ont été convoquées. Et voici la partie que personne n'avait vu venir, ça a marché. Mais cette histoire ne concerne pas seulement un président audacieux ou une petite nation africaine. Il s'agit de la façon dont un seul acte de défiance a déclenché un mouvement qui allait fondamentalement changer la répartition du pouvoir sur les richesses minérales de l'Afrique. Lorsque vous aurez fini de lire ceci, vous comprendrez pourquoi les dirigeants du secteur minier ont encore des sueurs froides lorsqu'ils entendent le nom de Traoré, et pourquoi ces actions ont inspiré des dirigeants de tout un continent à dire enfin, assez. Alors, attachez vos ceintures, car ce qui s'est passé au Burkina Faso ne s'est pas limité au Burkina Faso. C'est devenu le modèle de la révolution économique la plus importante que l'Afrique ait connue depuis l'indépendance. L'appel est arrivé à 3h42 du matin, heure de Paris. Jean-Pierre Dubois, PDG de Sahel Gold Corporation, a été réveillé en sursaut par le bourdonnement persistant de son téléphone sur la table de nuit. Son entreprise exploitait l'or au Burkina Faso depuis plus de 4 décennies, et les appels nocturnes en provenance d'Afrique de l'Ouest signifiaient généralement des pannes d'équipement ou des conflits du travail, des problèmes gérables que l'argent pouvait résoudre. Mais cette fois, c'était différent. Monsieur Dubois, la voix de son directeur des opérations crépitait à travers le bruit parasite. Ils nous ont enfermés dehors. Véhicules militaires, papiers officiels. Le président Traoré a nationalisé toutes les opérations minières étrangères du pays. Nous avons 24 heures pour évacuer tout le personnel étranger non essentiel. Jean-Pierre s'assit dans son lit, son esprit luttant pour comprendre ce qu'il entendait. Le Burkina Faso n'était pas le Venezuela, ni un régime instable enclin aux gestes dramatiques. C'était censé être prévisible, coopératif, et sûr pour les entreprises. Ils avaient des contrats, des protections juridiques, un soutien diplomatique. Que veux-tu dire par nationaliser, demanda-t-il, même si un creux grandissant dans son estomac lui suggérait qu'il le savait déjà. Je veux dire que le président Ibrahim Traoré vient de passer à la télévision nationale et de déclarer que toutes les concessions minières accordées durant l'époque coloniale sont, à compter de ce jour, révoquées. Il a déclaré que l'or du Burkina Faso appartient à son peuple, et non à des actionnaires étrangers. Monsieur, notre opération de 40 ans vient de prendre fin, du jour au lendemain. À l'aube, des appels similaires ont inondé les sièges sociaux d'entreprises à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Les opérations de Neomont Mining ont été saisies, les installations de Barrick Gold nationalisées. En une seule matinée, AngloGold Ashanti a été exclu. Le président Ibrahim Traoré venait de faire ce qu'aucun dirigeant africain n'avait osé tenter depuis 60 ans, résilier unilatéralement tous les principaux contrats miniers étrangers dans son pays. Mais pour comprendre comment un capitaine militaire de 34 ans a réussi à mettre à genoux l'industrie mondiale de l'or, il faut revenir là où tout a commencé, une ville minière poussiéreuse appelée Kaya, où Traoré a vu pour la première fois le véritable coup de l'exploitation étrangère. À l'origine, le capitaine Ibrahim Traoré n'avait pas vocation à devenir un révolutionnaire. En 2019, il n'était qu'un jeune officier parmi d'autres dans l'armée du Burkina Faso, dirigeant des opérations antiterroristes dans le nord instable du pays. Mais lors d'une patrouille de routine dans la région aurifère de Kaya, il fit une rencontre qui allait changer la trajectoire de sa vie et de sa nation. Le convoi s'était arrêté pour faire le plein lorsque Traoré remarqua une foule rassemblée autour d'une tente médicale de fortune. À l'intérieur, il trouva le docteur Aminata Koné, une médecin bénévole qui soignait des mineurs souffrant d'intoxication au mercure. Les hommes allongés sur les civières étaient squelettiques, leur corps ravagé par des années d'exposition aux produits chimiques toxiques utilisés dans l'extraction de l'or. Capitaine, docteur, dit Koné en nettoyant une plaie infectée, ces hommes travaillent 12 heures par jour dans des conditions qui seraient illégales dans n'importe quel pays développé. Les entreprises étrangères ne fournissent ni équipement de protection, ni assurance santé, ni formation à la sécurité.
Lorsqu'ils tombent malades, ils sont tout simplement remplacés. Traoré s'agenouilla à côté de l'un des patients. Un homme nommé Ousmane, qui ne devait pas avoir plus de 30 ans, mais en paraissait 60. « Depuis combien de temps travaillez-vous dans les mines » demanda-t-il. « 15 ans, murmura Ousmane. Mon père avant moi, et son père avant lui. 3 générations ont extrait de l'or de cette terre, mais nous n'avons jamais vu la richesse qu'elle génère. Nos enfants marchent encore 5 kilomètres pour aller chercher de l'eau potable, tandis que les patrons étrangers survolent la ville en hélicoptère. Cette nuit-là, Traoré ne parvint pas à dormir. Il erra dans les rues de Kaya, passant devant les clôtures barbelées qui protégeaient les complexes étrangers, les véhicules de luxe garés devant les logements des expatriés, les gardes de sécurité qui s'assuraient que les habitants locaux ne puissent accéder à la richesse extraite sous leurs pieds. Le contraste était obscène, à l'intérieur des murs, des piscines, de l'Internet par satellite, de la nourriture importée, la climatisation, à l'extérieur, des enfants mendiant des fournitures scolaires, des femmes portant des cruches d'eau, des hommes crachant du sang après des années à respirer de la poussière d'or. Mais ce qui le hanta le plus, ce fut une conversation avec Fatoumata, la fille de 8 ans d'Ousmane, qui vendait des cacahuètes devant la tente médicale. « Tonton » demanda-t-elle avec la candeur que seuls les enfants possèdent, « pourquoi les hommes blancs prennent-ils notre or, mais notre école n'a pas de livres ?» Traoré n'avait pas de réponse. Ce fut le déclic. Ibrahim Traoré comprit que l'heure n'était plus aux demi-mesures ni aux négociations stériles avec des multinationales habituées à dicter leurs lois. Il convoqua un conseil d'urgence avec ses conseillers militaires, juridiques et économiques. Ce qu'il proposa ce jour-là semblait insensé pour certains, une annulation unilatérale de tous les contrats miniers hérités de l'époque coloniale, une nationalisation immédiate des ressources stratégiques, et la création d'une société minière publique dirigée par des Burkinabés, formés et encadrés par des experts indépendants venus de pays alliés. Dans les heures qui suivirent, un décret présidentiel fut diffusé sur toutes les chaînes de télévision nationales. Dans un discours sobre mais historique, Ibrahim Traoré déclara : « L'or de ce pays ne coulera plus dans les poches de ceux qui n'en connaissent ni la poussière, ni le sang, ni la valeur. À compter de ce jour, chaque gramme extrait de cette terre servira à construire des écoles, à soigner nos enfants, à donner de l'eau potable à nos villages. » Le temps de la soumission est révolu. Les réactions furent immédiates. Les marchés boursiers s'effondrèrent, les ambassades se précipitèrent pour demander des explications, et les experts juridiques occidentaux crièrent au scandale. Mais à Kaya, à Gawa, à Houndé et dans tant d'autres régions oubliées du pays, ce fut une explosion de joie. Pour la première fois, des mineurs entendaient à la radio que leur souffrance avait été vue, que leur vie comptait. Dans les mois qui suivirent, malgré les menaces de sanctions économiques et les pressions diplomatiques, le Burkina Faso ne recula pas. Le gouvernement créa un fonds souverain alimenté par les revenus miniers, finança des cliniques mobiles, augmenta les salaires des enseignants, et lança un programme d'alphabétisation dans les zones rurales. Des délégations venues du Mali, du Niger, de la Guinée et même du Congo vinrent rencontrer le président Traoré pour comprendre son modèle. Ce qui avait commencé comme une décision audacieuse s'était transformé en contagion. On l'appela bientôt « le printemps minier africain ». Inspirés par l'exemple du Burkina Faso, d'autres pays commencèrent à réévaluer leurs propres contrats léonins. Les populations exigeaient plus de transparence, plus de justice, plus de respect. Et dans les salles feutrées des sièges sociaux à Londres, Paris, Toronto ou Johannesburg, le nom d'Ibrahim Traoré devint un avertissement. Car il avait prouvé qu'un seul homme, s'il écoutait vraiment son peuple, pouvait faire trembler un empire. Le Burkina Faso de 2018 n'était plus tout à fait le même. Là où les enfants marchaient autrefois plusieurs kilomètres pour trouver de l'eau ou un tableau d'école, on trouvait désormais des villages électrifiés, des écoles numériques et des centres de santé tenus par des médecins formés localement. La transition fut rude, parfois chaotique, mais irréversible. La Société nationale des ressources du Faso, SNRF, fondée dans la foulée de la nationalisation, était devenue un exemple en Afrique de gestion transparente et équitable des ressources naturelles. Chaque trimestre, ces comptes étaient publiés dans la presse, et un comité citoyen indépendant composé d'enseignants, de syndicats, de paysans et de jeunes diplômés contrôlait l'affectation des fonds. Le président Ibrahim Traoré n'avait pas cherché la gloire.
Lors d'un discours émouvant à Ouagadougou, il annonça qu'il ne se représenterait pas à la fin de son mandat. Le pouvoir n'est pas une chaise qu'on garde, c'est un feu qu'on transmet. Ce que nous avons bâti ensemble doit vivre sans moi. C'est là notre vraie victoire. Sa déclaration provoqua une onde d'émotion dans le pays. Mais surtout, elle confirma que ce combat n'était pas celui d'un homme, mais d'un peuple debout. Son successeur, une jeune femme nommée Aïssata Zongo, ancienne ingénieure des mines formée à Dakar et militante de terrain, fut élue largement. Elle promit de poursuivre et d'amplifier les réformes, avec une ambition claire, faire du Burkina un pays pilote du panafricanisme économique. Pendant ce temps, les multinationales, déstabilisées par la vague de réformes dans plusieurs pays africains, durent revoir leur stratégie. Fini les deals obscurs avec des gouvernements corrompus. Dans un retournement historique, certaines compagnies finirent par proposer des partenariats équitables, conscients qu'il leur fallait désormais composer avec des peuples éveillés et des dirigeants intransigeants. À l'international, l'effet Troué fut étudié dans les universités, discuté dans les cercles diplomatiques et cité dans les discours des leaders progressistes. Mais au Burkina, on n'en faisait pas une légende. On parlait simplement de dignité retrouvée. Dans une petite école de Bobo-Dioulasso, un enfant leva la main et demanda un jour à son instituteur. « Monsieur, est-ce que c'est vrai qu'avant, notre or partait et qu'on n'avait rien ?» L'enseignant sourit. « Oui, c'est vrai. Mais c'était avant que le pays se réveille. Avant que le peuple dise « assez ». Le vieil Ibrahim Traoré, désormais retiré de la vie politique, vivait paisiblement dans son village natal de Yako. Il passait ses journées à cultiver un petit jardin, lire des lettres d'élèves et accueillir les jeunes venus le saluer. Mais ce matin-là, un message particulier lui parvint, une invitation officielle à inaugurer le centre de souveraineté africaine, bâti sur l'ancienne mine de Tambao jadis exploitée par des firmes étrangères, aujourd'hui propriété du peuple. Il hésita un instant, puis se rendit sur place. En descendant de voiture, il fut saisi par l'émotion. Là où régnait autrefois le vacarme de l'extraction forcée et les cris d'ouvriers épuisés, s'élevait désormais un campus moderne, des laboratoires, des logements pour chercheurs africains et une école minière ouverte à tous. Des enfants en uniforme l'entourèrent. Une fillette s'approcha timidement. « Monsieur Troué, est-ce que vous êtes celui qui a dit non aux Blancs qui volaient notre or ?» Il se pencha, lui prit la main et répondit doucement. « Non, petite. Ce n'est pas moi qui leur ai dit non. C'est toi. C'est ton père, ta mère, tes voisins. Moi, j'ai juste écouté le cri du pays. » À ce moment précis, les cloches de l'école retentirent. Une foule immense se forma derrière lui, anciens mineurs, enseignants, journalistes, élèves venus de tout le continent. La directrice du centre s'approcha du micro. « Nous donnons aujourd'hui le nom d'Ibrahim Troué à cette université, non pour glorifier un homme, mais pour honorer un acte de courage, celui de dire non, de résister, et de construire. » Applaudissements. Caméra. Larmes. Dans le ciel, un drone filmait la scène. « Messieurs, » dit Traoré d'une voix calme. « Merci d'avoir clarifié votre position. Vous recevrez la réponse de mon gouvernement dans les 48 heures. » Ce soir-là, Traoré a appelé le président Macky Sall du Sénégal, le président Nana Akufo-Addo du Ghana et le président Fowler Gnassingbé du Togo. Les conversations furent brèves mais décisives. La coalition pour la souveraineté économique de l'Afrique de l'Ouest était sur le point de devenir réalité. Le timing était crucial. Traoré savait qu'il n'aurait qu'une seule chance de faire fonctionner la nationalisation. Si l'on avançait trop lentement, les entreprises mobiliseraient la pression politique et les recours juridiques. Si l'on avançait trop vite, la transition pourrait sombrer dans le chaos. Il choisit le 15 février 2024, date anniversaire du célèbre discours de Thomas Sankara déclarant « Celui qui vous nourrit vous contrôle ». Le symbolisme était intentionnel. Le Burkina Faso ne permettrait plus aux étrangers de contrôler son économie. La veille au soir, Traoré avait parcouru sa résidence, passant devant le mobilier simple qu'il avait insisté pour conserver, malgré la pression pour adopter les attributs du luxe présidentiel. Il pensait à Fatoumata, la petite fille qui avait demandé pourquoi les hommes étrangers prenaient leur or alors que son école manquait de livres. Demain, il aurait enfin une réponse pour elle. À 4 heures du matin,
incapable de dormir, il fut rejoint par sa femme Jamila, qui lui apporta du thé et s'assit à côté de lui pendant qu'il regardait le soleil se lever sur Ouagadougou. « Êtes-vous prêt pour cela » demanda-t-elle doucement. « Je suis prêt depuis ce jour à Kaya » répondit Traoré. La question est de savoir si notre peuple est prêt à croire à nouveau en lui-même. À 6 heures précises du matin, le président Ibrahim Traoré entra dans le studio de la télévision nationale, vêtu d'un simple uniforme militaire sans aucune décoration, à l'exception d'une petite broche à l'effigie de Thomas Sankara. Les caméras diffuseraient son message non seulement au Burkina Faso, mais à tout le continent africain et au-delà. Mon compatriote burkinabé, commença Traoré, sa voix calme mais chargée du poids de l'histoire, aujourd'hui, nous achevons l'indépendance. Nos ancêtres l'ont commencé il y a 60 ans. Le discours dura 22 minutes. Traoré expliqua méthodiquement l'histoire des contrats miniers coloniaux, les conclusions de l'étude sur la santé du docteur Koné, et le cadre juridique justifiant les actions de son gouvernement. Il annonça la révocation immédiate de toutes les concessions minières accordées avant 1990 et la création de Burkina Gold, une société d'État qui assumerait le contrôle de toutes les opérations concernées. Mais le moment qui allait être rejoué des millions de fois sur les réseaux sociaux arriva vers la fin. Ils nous ont dit que nous ne pouvions pas gérer notre propre or. Ils avaient tort. Ils nous ont dit que nous avions besoin de leur expertise. Nous ne le faisons pas. Ils nous ont dit que nous étions pauvres. Nous sommes riches. Nous avons tout simplement été volés. Aujourd'hui, le vol se termine. Aujourd'hui, l'or du Burkina Faso reste au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous creusons de nos propres mains et gardons ce que nous trouvons. À 7 heures du matin, des unités militaires, entraînées depuis des mois, prenaient pacifiquement le contrôle des installations minières dans tout le pays. Les dirigeants étrangers furent escortés jusqu'aux aéroports et placés sur des vols charters pour rentrer chez eux. Pendant ce temps, les ingénieurs de Burkinabé, dont beaucoup étaient titulaires de diplômes supérieurs d'universités internationales, prenaient le contrôle des opérations qu'ils soutenaient depuis des années sous supervision étrangère. La réaction internationale fut immédiate et féroce. Les marchés boursiers de Toronto, Londres et Sydney connurent des ventes massives, les sociétés minières virent des milliards de dollars disparaître de leur valorisation. Des sessions d'urgence furent convoquées à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international et au Conseil de sécurité de l'ONU. Le président français Emmanuel Macron appela à une intervention internationale immédiate pour protéger les intérêts commerciaux légitimes. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau mit en garde contre de graves conséquences pour les relations internationales du Burkina Faso. Les publications de l'industrie minière déclarèrent que cela signifiait la mort de l'investissement minier africain. Mais quelque chose de remarquable se produisait simultanément. Quelques heures après l'annonce de Traoré, des déclarations similaires furent faites dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le président Sall nationalisa les mines de phosphate du Sénégal. Le président Akufo-Addo révoqua les concessions d'or de l'époque coloniale au Ghana. Le président Gassinbé prit le contrôle des opérations d'exploitation du calcaire au Togo. La nature coordonnée de l'action rendait impossible pour les puissances internationales d'isoler un seul pays. Il ne s'agissait pas d'un seul dirigeant africain, voyou. Il s'agissait d'un défi fondamental à l'ensemble de la structure d'extraction des ressources qui dominait l'Afrique depuis l'époque coloniale. Le premier mois fut chaotique. Les tribunaux d'arbitrage internationaux furent submergés de poursuites judiciaires demandant des centaines de milliards de dollars d'indemnisation. Certains gouvernements occidentaux imposèrent des sanctions ciblées. Les conférences de l'industrie minière ressemblaient à des séances de gestion de crise. Mais le véritable test était de savoir si les opérations nationales pouvaient réellement fonctionner sans gestion étrangère. La réponse surprit tout le monde, y compris Traoré lui-même. En 3 semaines, la production d'or dans la plupart des installations était revenue à son niveau d'avant la nationalisation. Les ingénieurs de Burkinabé, longtemps relégués à des postes subalternes dans des entreprises étrangères, se révélèrent plus que capables de gérer les opérations qu'ils soutenaient depuis des années. Kamé Azanté, nommé à la tête de Burkina Gold, mit en œuvre des améliorations d'efficacité qui augmentèrent la production sur plusieurs sites. Les fournisseurs locaux, autrefois exclus par les entreprises étrangères qui préféraient importer équipements et matériaux, se retrouvèrent avec des contrats importants qui permirent à l'argent de circuler dans l'économie nationale.
La transformation économique fut immédiate et visible. Les revenus du gouvernement provenant de l'exploitation minière augmentèrent de 6 cents % du jour au lendemain. Les villages qui avaient vu passer des camions remplis d'or pendant des décennies disposèrent soudain de budget pour les écoles, les cliniques et les infrastructures. Les jeunes burkinabés qui avaient étudié l'ingénierie à l'étranger commencèrent à rentrer chez eux pour occuper des postes qui ne leur avaient jamais été accessibles auparavant. Le docteur Aminata Koné créa le premier institut de santé minière d'Afrique, financé par les revenus des opérations nationalisées. En 6 mois, les niveaux de mercure dans les réserves d'eau locales chutèrent de 40%, grâce à la mise en œuvre et à l'application de nouvelles normes environnementales. Fatoumata, la petite fille dont la question hantait Traoré des années plus tôt, s'inscrivit dans une nouvelle école entièrement construite grâce aux revenus miniers. Sa classe contenait des livres, des ordinateurs, et un professeur qui lui expliquait que l'or sous leurs pieds leur appartenait désormais. Mais le changement le plus significatif était peut-être d'ordre psychologique. Pour la première fois de mémoire d'homme, les habitants de Burkinabé pouvaient bénéficier directement des richesses minérales de leur pays. L'exploitation minière n'était plus quelque chose qui leur arrivait. C'était quelque chose qu'ils contrôlaient. Il fallut des mois à la communauté internationale pour comprendre pleinement ce qui s'était passé. Les menaces initiales d'isolement et de sanctions cédèrent progressivement la place à une reconnaissance à contre-cœur du fait que la nationalisation était juridiquement défendable et pratiquement réussie. Les contrats miniers de l'époque coloniale étaient en effet discutables au regard du droit international, et le gouvernement du Burkinabé avait suivi les procédures appropriées pour contester leur validité. Plus important encore, les opérations minières fonctionnaient mieux sous gestion nationale que sous contrôle étranger. La production était en hausse. Les normes environnementales s'étaient améliorées. La sécurité au travail avait considérablement augmenté. 6 mois après le discours télévisé de Traoré, une réunion d'un genre très différent eut lieu dans la même salle de conférence du palais présidentiel. Cette fois-ci, des délégations venues de toute l'Afrique étaient présentes pour découvrir le modèle burkinabé de souveraineté des ressources. 6 mois après le discours télévisé de Traoré, une réunion d'un genre très différent eut lieu dans la même salle de conférence du palais présidentiel. Cette fois-ci, des délégations venues de toute l'Afrique étaient présentes pour découvrir le modèle burkinabé de souveraineté des ressources. Le président Traoré, entouré de ses ministres et des experts de Burkina Gold, accueillit les représentants avec une confiance tranquille. Il expliqua que la réussite ne venait pas d'un miracle, mais d'une volonté politique inébranlable, d'une préparation rigoureuse et d'une mobilisation populaire sans précédent. Ce que nous avons accompli ici n'est pas uniquement une victoire pour le Burkina Faso, déclara-t-il. C'est un message pour toute l'Afrique, nous pouvons contrôler nos richesses, gérer nos ressources et décider de notre propre destin. Les échanges furent passionnés. Des ministres des mines, des chefs d'entreprise publiques, des experts en droit international et des représentants de la société civile posèrent des questions pointues sur la transition, les défis rencontrés et les solutions mises en place. La délégation ghanéenne révéla son intention d'adopter un plan similaire pour nationaliser ses gisements d'or, tandis que des représentants du Sénégal et de la Côte d'Ivoire exprimèrent leur volonté d'apprendre et d'adapter le modèle burkinabé à leurs contextes nationaux. La coopération régionale prit forme. Une nouvelle organisation fut créée, l'Alliance pour la souveraineté des ressources d'Afrique de l'Ouest, ASRAO. Son objectif était clair: soutenir les États dans la gestion commune de leurs richesses naturelles, partager les meilleures pratiques et défendre les intérêts africains sur la scène internationale. Parallèlement, une campagne de communication internationale fut lancée pour contrer la narrative dominante véhiculée par les grandes puissances et les multinationales. Les médias africains, renforcés par des plateformes indépendantes et des réseaux sociaux, diffusèrent des reportages détaillés sur les succès économiques, sociaux et environnementaux des nationalisations. Mais la bataille n'était pas terminée. Les entreprises minières internationales et leurs alliés politiques ne renoncèrent pas facilement. Ils lancèrent des campagnes de désinformation, déversèrent des pressions diplomatiques et initièrent des procédures judiciaires coûteuses. Face à ces attaques, la solidarité africaine fut la clé. Les États membres de l'ASRAO mirent en place un fonds commun pour soutenir les batailles juridiques, protéger leurs intérêts économiques et financer des projets de développement durable liés à l'exploitation minière. Dans les rues de Ouagadougou, la population, mobilisée et fière, célébrait ces victoires. Les jeunes,
porteurs d'un nouvel espoir, s'engageaient dans des formations techniques et scientifiques, convaincus que l'avenir de leur pays et de leur continent était désormais entre leurs mains. Le président Traoré, souvent interrogé sur la nature de sa réussite, répétait avec humilité. Nous avons simplement choisi de croire en nous-mêmes, d'écouter notre peuple et de prendre ce qui nous revient de droit. Le vrai pouvoir appartient à ceux qui ont le courage de défendre leur dignité. L'histoire du Burkinabé devint une source d'inspiration, un exemple concret que la souveraineté économique n'était pas un rêve lointain, mais une réalité possible, bâtie sur le courage, la justice et la solidarité. Au fil des années, le modèle burkinabé continua de s'affirmer comme une référence. D'autres pays africains s'engagèrent à leur tour dans des processus similaires, renforçant ainsi une dynamique panafricaine de contrôle et de gestion souveraine des ressources naturelles. Des partenariats stratégiques se développèrent entre les nations africaines, favorisant le transfert de technologies, le développement des compétences locales et la création de chaînes de valeur intégrées. Les bénéfices tirés de cette nouvelle politique furent réinvestis dans l'éducation, la santé, les infrastructures et la lutte contre la pauvreté. La jeunesse africaine, autrefois marginalisée, prit une place centrale dans ces transformations. Encouragés par des programmes d'innovation et d'entrepreneuriat, de nombreux jeunes lancèrent des initiatives dans les secteurs de la transformation minière, de l'énergie renouvelable et des technologies numériques. Cependant, les défis restaient nombreux. La corruption, les intérêts étrangers tentant de revenir par des voies détournées, ainsi que la nécessité de protéger l'environnement minier, imposaient une vigilance constante. Pour y faire face, le Burkina Faso et ses partenaires instaurèrent des mécanismes de transparence renforcés, appuyés par des ONG indépendantes et une presse engagée. Des lois plus strictes sur la protection de l'environnement et des droits des communautés locales furent adoptées, posant les bases d'un développement durable et inclusif. Dans ce climat de changement, les grandes institutions financières internationales durent revoir leur stratégie. Elles commencèrent à reconnaître que le respect de la souveraineté africaine et la coopération équitable étaient les seuls chemins viables vers une prospérité partagée. L'Afrique, longtemps perçue comme un simple fournisseur de matières premières, était désormais en train de devenir un acteur majeur de l'économie mondiale, capable de négocier à égalité et de bâtir son avenir selon ses propres termes. Et dans ce mouvement, le Burkina Faso, grâce à l'audace de ses dirigeants et à la détermination de son peuple, brillait comme un phare d'espoir et de renaissance. Pourquoi les étrangers prennent-ils notre or alors que notre école n'a pas de livres? La réponse, comme l'a prouvé le président Ibrahim Traoré, est qu'ils n'ont pas à le faire. Ils n'ont jamais eu à le faire. Ils avaient juste besoin de quelqu'un d'assez courageux pour dire non. Et une fois qu'une personne dit non, il devient plus facile pour tout le monde de le dire aussi. L'or est resté à la maison. La révolution s'est propagée. Et l'Afrique a commencé à se rappeler qu'elle n'avait jamais eu besoin de permission pour contrôler ses propres richesses. Il fallait simplement des dirigeants prêts à le reprendre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car ce qui s'est passé ensuite allait faire réaliser à Traoré lui-même que son geste audacieux avait libéré des forces bien au-delà de ce que quiconque avait imaginé. 3 mois après la nationalisation, alors que les dirigeants miniers internationaux étaient encore sous le choc de leur perte, une découverte a été faite dans la région reculée du Sahel au Burkina Faso qui allait tout changer à nouveau. Le géologue Dr Salif Ouedraogo, travaillant avec la nouvelle Burkina Gold Corporation, effectuait des relevés sur un territoire jusque-là inexploré lorsque son équipement a détecté quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était pas seulement de l'or. Au plus profond de la Terre rouge se trouve l'un des plus grands gisements de lithium au monde. Le minéral essentiel qui alimente la transition mondiale vers les véhicules électriques et les énergies renouvelables. Des estimations prudentes suggèrent des réserves d'une valeur de plus de 500 milliards de dollars, suffisamment pour faire du Burkina Faso l'une des nations les plus riches du monde par habitant. L'ironie était stupéfiante. Pendant des décennies, des entreprises étrangères ont extrait de l'or du Burkina Faso tout en étant assises sur ce qui pourrait être le gisement de lithium le plus précieux de la planète. Ils étaient tellement concentrés sur les profits rapides provenant de l'or facilement accessible qu'ils n'avaient jamais pris la peine de mener des études géologiques approfondies qui auraient pu révéler le véritable trésor en dessous. Les mains du docteur Ouedraogo tremblaient lorsqu'il appelait le président Traoré pour lui annoncer la nouvelle. « Mademoiselle la présidente, dit-il, sa voix contenant à peine son excitation. Nous ne sommes pas seulement riches.
Nous sommes sur le point de devenir l'un des pays les plus stratégiquement importants au monde. La découverte du lithium a provoqué une onde de choc sur les marchés internationaux bien plus forte que celle provoquée par la nationalisation de l'or. Le cours de l'action Tesla a bondi de 12% en une seule journée en raison des spéculations sur la sécurisation des approvisionnements en lithium. Les fabricants chinois de batteries ont commencé à envoyer des messages diplomatiques urgents. L'Union européenne, qui avait imposé des sanctions légères suite à la nationalisation des mines, a soudainement changé de cap et a commencé à discuter de nouvelles opportunités de partenariat. Mais Truor avait tiré les leçons de son expérience avec l'or. Cette fois, il n'y aurait pas de concessions étrangères, pas de contrat d'exploitation, pas de répétition du modèle d'extraction coloniale. Le Burkina Faso développerait ses ressources en lithium entièrement par le biais d'entreprises nationales et de partenariats soigneusement sélectionnés avec des pays offrant un véritable transfert de technologie et un partage équitable des bénéfices. L'annonce a été faite lors du discours du premier anniversaire de Truor en tant que président. Debout devant une foule de 100 000 personnes sur la place centrale de Ouagadougou, drapeau flottant et tambour battant, il a livré des nouvelles qui allaient remodeler la géopolitique mondiale. Il y a un an, nous avons récupéré notre or. Aujourd'hui, j'annonce que le Burkina Faso a découvert des réserves de lithium qui alimenteront l'avenir énergétique propre du monde. Et je fais cette promesse à vous, mon peuple, et au monde, pas un gramme de lithium burkinabé ne quittera notre sol tant que nos enfants n'auront pas de meilleures écoles que celles de Paris, que nos hôpitaux ne rivaliseront pas avec ceux de Berlin et que nos universités ne rivaliseront pas avec celles de Boston. La foule a éclaté. Mais plus important encore, le discours a été retransmis en direct à des millions de personnes à travers l'Afrique et le monde. En quelques heures, le lithium yamurkina était à la mode dans le monde entier et quelque chose d'inédit a commencé à se produire. D'autres pays africains ont commencé à mener leurs propres études géologiques, à la recherche de minéraux stratégiques que leurs anciens maîtres coloniaux avaient négligés ou délibérément cachés. Les résultats ont été stupéfiants. Marley a découvert d'énormes gisements de terres rares. Le Niger a découvert d'importantes réserves d'uranium qui éclipsaient celles extraites par les entreprises françaises. Les gisements de bauxite de Guinée se sont révélés 2 fois plus importants que ce qui était estimé précédemment. La République démocratique du Congo a réalisé que ces réserves de cobalt valaient bien plus que ce que les entreprises étrangères payaient. Mais la découverte la plus significative est venue d'une source inattendue. Le Dr Fatima Al-Rachid, une géologue marocaine travaillant avec un consortium géologique panafricain, a fait une annonce étonnante. Grâce à une nouvelle technologie d'imagerie par satellite, elle a identifié ce qui semblait être un réseau connecté de gisements minéraux s'étendant à travers la région du Sahel en Afrique de l'Ouest. Les gisements contenaient non seulement du lithium, mais également des éléments de terres rares essentiels à la fabrication de technologies de pointe. Ce que nous observons, a expliqué le docteur Al-Rachid devant un auditorium bondé de l'université de Dar, est potentiellement la plus grande concentration de minéraux stratégiques au monde. Si ces nations coordonnent leur développement, elles pourraient contrôler les chaînes d'approvisionnement qui alimentent l'économie du XXIe siècle. Les implications étaient stupéfiantes. Pendant plus d'1 siècle, le pouvoir économique mondial était concentré dans les nations qui contrôlaient la production et la technologie. Les pays africains découvraient alors qu'ils contrôlaient les matières premières essentielles à la prochaine phase du développement technologique humain. Truor s'est retrouvé au centre de quelque chose de bien plus vaste que les intérêts nationaux du Burkina Faso. Des dirigeants de toute l'Afrique ont appelé pour demander des conseils sur la nationalisation des ressources et le développement stratégique des minéraux. Les médias internationaux qui l'avaient autrefois qualifié d'homme fort militaire le présentaient désormais comme un leader visionnaire qui remodelait l'économie mondiale. Mais le succès a apporté de nouveaux défis. À mesure que la richesse du Burkina Faso est devenue évidente, la pression s'est accrue de plusieurs côtés. Les entreprises chinoises ont proposé des investissements massifs dans les infrastructures en échange de concessions de lithium. Les géants américains de la technologie ont fait pression sur le département d'État pour faire pression sur Truor afin qu'il ouvre les marchés. Les gouvernements européens qui avaient imposé des sanctions quelques mois plus tôt envoyaient désormais des délégations commerciales avec des propositions de partenariat lucratives. La pression la plus difficile est venue de l'Afrique elle-même. Certains dirigeants, constatant le succès du Burkina Faso, ont voulu le reproduire immédiatement sans la planification minutieuse et la constitution d'une coalition qui avait permis à l'approche de Truor de fonctionner.
Lorsque le Burkina Faso a refusé de partager ses données d'enquête géologique avec les pays voisins, des tensions ont commencé à apparaître au sein de la coalition pour la souveraineté économique de l'Afrique de l'Ouest. La crise a atteint son paroxysme lors d'un sommet à Accra où les dirigeants africains se sont réunis pour discuter du développement coordonné des ressources. Le président béninois Patrice Talon, frustré par le manque de découvertes minières significatives dans son pays, a accusé Traoré de stocker des informations qui pourraient profiter à toute la région. Frère Ibrahim, a déclaré Talon lors d'une séance à huis clos houleuse, vous parlez d'unité africaine, mais vous gardez pour vous les renseignements les plus précieux. En quoi est-ce différent des puissances coloniales qui nous ont divisés pour nous contrôler? L'accusation a été blessante car elle contenait un fond de vérité. Traoré a réalisé que le succès du Burkina Faso avait créé une nouvelle forme d'inégalité au sein de l'Afrique entre les nations riches en ressources et les nations pauvres en ressources. La même dynamique qui avait autrefois opposé les pays africains les uns aux autres dans la compétition pour les investissements étrangers émergeait désormais autour du contrôle des minéraux stratégiques. Cette nuit-là, incapable de dormir, Traoré a marché sur les plages d'Accra et a pensé à la vision de l'unité africaine de Thomas Sankara. Sankara a toujours soutenu que la force de l'Afrique ne résidait pas dans la maximisation des avantages des nations individuelles, mais dans la coopération continentale qui élève tous les peuples africains. Le lendemain matin, Traoré a fait une annonce qui a surpris tout le monde, y compris ses propres conseillers. Le Burkina Faso partagerait gratuitement ses données d'enquête géologique avec tous les citoyens. Le lendemain matin, Traoré a fait une annonce qui a surpris tout le monde, y compris ses propres conseillers. Le Burkina Faso partagerait gratuitement ses données d'enquête géologique avec tous les pays de la région, et proposerait la création d'un consortium régional de gestion des ressources, basé sur la transparence, la coopération et la souveraineté collective. Et nous ne pouvons pas construire l'Afrique de demain en restant divisés, déclara-t-il devant les délégations réunies. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'accaparement des richesses par un seul pays, mais dans la capacité de toute une région à s'unir pour assurer à nos peuples un avenir digne, prospère et libre. Cette décision audacieuse a marqué un tournant. Peu à peu, les rivalités se sont apaisées et un dialogue sincère a émergé autour des stratégies communes pour valoriser les richesses naturelles tout en protégeant l'environnement et en investissant dans le développement humain. Le consortium a rapidement mis en place des projets d'infrastructure, des centres de recherche et des programmes de formation pour les jeunes Africains dans les domaines de la géologie, de la technologie des batteries et de l'industrie minière durable. L'Afrique, longtemps perçue comme un continent soumis aux intérêts étrangers, commençait à écrire une nouvelle page de son histoire. Une page où elle prenait en main son destin, non pas en isolant ses richesses, mais en les partageant pour bâtir un avenir collectif. Ainsi, la nationalisation de l'or au Burkina Faso, déclenchée par un acte de courage et de fierté, s'était transformée en une révolution plus vaste encore, celle de la souveraineté africaine sur ses ressources stratégiques, un modèle d'unité et d'espoir pour tout un continent. Cependant, ce nouveau souffle d'espoir ne fut pas sans obstacle. Certaines puissances étrangères, habituées à contrôler les ressources du continent, virent d'un très mauvais œil cette coalition naissante. Des pressions diplomatiques, des tentatives d'ingérence économique, voire des campagnes de désinformation se multiplièrent pour fragiliser le consortium. Mais Traoré et ses alliés restèrent déterminés. Ils organisèrent des forums internationaux, invitant experts, investisseurs responsables et représentants des peuples africains à discuter d'un modèle économique éthique et durable, qui bénéficierait avant tout aux populations locales. Sur le terrain, des initiatives communautaires prenaient racine. Des coopératives minières dirigées par des locaux voyaient le jour, apportant emploi et savoir-faire. Des programmes éducatifs sensibilisaient aux enjeux environnementaux et aux dangers d'une exploitation irresponsable. Au fil des mois, la dynamique s'amplifia. Le consortium devint un symbole de résistance face aux anciennes logiques d'exploitation, et une source d'inspiration pour d'autres régions du monde confrontées à la prédation des ressources naturelles. Le rêve d'une Afrique unie, maîtresse de ses richesses, semblait enfin à portée de main. Mais ce succès ne devait pas faire oublier que la vigilance, la solidarité et la justice sociale restaient les piliers indispensables pour que cette révolution puisse durer. Dans ce nouvel élan, le Burkina Faso n'était plus seulement un pays producteur d'or. Il incarnait désormais l'audace d'une jeunesse africaine prête à relever les défis du XXIe siècle, en faisant de ses ressources un levier de liberté, d'innovation et de progrès partagé.
La Chine, qui avait investi massivement dans des projets d'infrastructures en Afrique en échange de concessions minières, a vu son initiative, ceinture et route, fondamentalement remise en cause. Les nations africaines n'étaient plus disposées à échanger des matières premières contre des routes et des chemins de fer. Elles souhaitaient des partenariats qui feraient d'eux des égaux technologiques, et pas seulement des fournisseurs de matières premières. La transformation a peut-être été la plus visible en République démocratique du Congo, où le président Félix Tshisekedi a annoncé que tout le cobalt, essentiel aux batteries des véhicules électriques, serait traité localement avant d'être exporté. Du jour au lendemain, la RDC est passée du statut de fournisseur de matières premières à celui de fabricant de produits raffinés, multipliant la valeur de ses exportations par 500%. Mais le changement le plus profond fut d'ordre psychologique. Pour la première fois depuis l'indépendance, les dirigeants africains négociaient à partir d'une position de force plutôt que de faiblesse. Ils n'avaient plus à choisir entre le développement économique et la souveraineté. Ils pourraient exiger les deux. La conférence minière annuelle africaine, autrefois dominée par des dirigeants étrangers expliquant leurs plans d'investissement aux responsables africains, est devenue un forum où les dirigeants africains présentaient leur vision de développement aux partenaires internationaux cherchant à accéder aux minéraux stratégiques. Le discours d'ouverture du président Traoré lors de la conférence a parfaitement illustré cette transformation. Pendant des siècles, le monde est venu en Afrique pour prendre ce dont il avait besoin et nous laisser avec des trous dans le sol. Aujourd'hui, ils viennent chercher des partenariats parce qu'ils comprennent enfin que les ressources de l'Afrique sont liées aux conditions africaines. Nous ne demandons plus d'investissement. Nous offrons des opportunités, mais uniquement à ceux qui nous traitent sur un pied d'égalité. Le public, composé d'un mélange de dirigeants africains, de cadres internationaux et d'entrepreneurs technologiques, écouta dans un silence respectueux. L'époque où les responsables africains pouvaient être renvoyés ou ignorés était clairement révolue. Alors que Traoré concluait son discours, une jeune fille du public, qui faisait partie d'un groupe scolaire visitant la conférence, s'approcha de lui. Elle lui rappela immédiatement Fatoumata, il y a toutes ces années à Kaya. « Madame la Présidente », déclara-t-elle dans un français clair, « mon professeur dit que notre lithium alimentera des voitures qui ne polluent pas l'air. » « Est-ce vrai ? » ?»« Oui, » répondit Traoré en s'agenouillant à son niveau. « Et ces voitures seront construites par des ingénieurs africains utilisant des minéraux africains dans des usines africaines. Tu pourrais être l'une de ces ingénieurs un jour. » La jeune fille sourit et retourna vers ses camarades de classe, discutant avec enthousiasme de son désir de devenir ingénieur. En la regardant partir, Traoré réalisa que c'était cela, et non les victoires diplomatiques ou les statistiques économiques, qui constituaient la véritable mesure du succès. Les enfants africains grandissaient en croyant qu'ils pouvaient construire l'avenir, et pas seulement fournir des matières premières pour que d'autres puissent le construire. 6 mois plus tard, le premier véhicule électrique fabriqué en Afrique sortait d'une chaîne de production à Ouagadougou. La voiture, alimentée au lithium burkinabé et assemblée par les ingénieurs locaux, était un véhicule modeste conçu pour les routes et les budgets africains. Mais son importance symbolique était immense. Elle représentait la transformation de l'Afrique, passant du statut d'exportateur de ressources à celui de fabricant de technologie. Jean-Pierre Dubois, le dirigeant français qui avait perdu sa concession d'exploitation aurifère, se retrouva dans la position inattendue de rechercher un partenariat avec Bikina Gold Corporation pour fournir du lithium aux fabricants européens de batteries. La rencontre eut lieu dans la même salle de conférence du palais présidentiel où il avait autrefois qualifié Traoré de naïf. Cette fois, son ton était visiblement différent. Sahel Industries souhaite proposer une joint venture pour la transformation du lithium. Nous offrons notre technologie et notre accès au marché européen en échange d'un partenariat minoritaire avec votre société minière nationale. Traoré sourit en se souvenant de l'arrogance passée de Dubois. Monsieur Dubois, nous apprécions votre intérêt. Notre comité technique examinera votre proposition aux côtés d'autres sociétés chinoises, américaines et brésiliennes. Nous sélectionnerons des partenaires en fonction de ceux qui offrent le meilleur transfert de technologie et qui respectent notre souveraineté. Le renversement était complet. Les nations africaines ne mendiaient plus d'investissements étrangers. Elles choisissaient des partenaires parmi des prétendants enthousiastes. Mais le moment le plus satisfaisant fut peut-être celui où Ousmane, le mineur empoisonné au mercure que Traoré avait rencontré à Kaya, l'appela pour lui donner des nouvelles de sa fille.
Fatuma avait obtenu son diplôme avec les plus hautes distinctions du programme d'ingénierie géologique et avait été sélectionnée pour diriger le premier projet de recherche sur l'exploitation minière de Mars au Burkina Faso. Une collaboration avec l'Agence spatiale africaine pour développer des techniques d'extraction de minéraux d'autres planètes. Le capitaine Ousmane dit cela en utilisant l'ancien titre militaire de Trour. Quand ma fille avait 8 ans, elle demandait pourquoi les étrangers prenaient notre or alors que son école n'avait pas de livres. Elle a maintenant 22 ans et elle va extraire de l'or sur Mars. Comment sommes-nous arrivés de là à ici? Trour réfléchit un instant avant de répondre. Nous avons arrêté de les croire quand ils nous ont dit que nous ne pouvions pas le faire nous-mêmes. Une fois que nous avons cessé de croire à leurs mensonges, nous avons commencé à découvrir nos propres vérités. Les appels téléphoniques qui avaient autrefois semé la panique parmi les dirigeants des sociétés minières à Paris, Toronto et Sydney apportaient désormais des opportunités, mais seulement à ceux qui étaient prêts à accepter les conditions africaines. L'ère de l'extraction des ressources sans compensation était révolue. L'ère du véritable partenariat avait commencé. Et dans les salles de classe à travers l'Afrique, les enfants apprenaient l'histoire du jour où le président Ibrahim Traoré a regardé les sociétés minières les plus puissantes du monde et a prononcé un simple mot qui a tout changé, non. Parfois, la révolution la plus puissante commence par la question d'un enfant. Parfois, elle continue avec le courage d'un leader. Et parfois, le monde se transforme lorsqu'un continent entier se souvient qu'il n'a jamais été pauvre. Il a simplement été convaincu de donner sa richesse. L'or est resté à la maison. Le lithium alimente l'avenir. Et l'Afrique a finalement pris sa place à la table des négociations en tant que partenaire égal dans la construction du monde.